Le 12 janvier 2010, à 16h53, dans un crépuscule qui cherchait déjà ses couleurs de fin et de commencement, Port-au-Prince a été chevauché moins de 40 secondes par un de ces dieux dont on dit qu'il se repaisse de chair et de sang. Chevauché sauvagement avant de s'écrouler, cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant, exhibant ses entrailles de ferraille et de poussière, ses viscères et son sang. Livré, déshabillé, nu, Port-au-Prince n'était pourtant point obscène. Ce qui le fut, c'est sa mise à nu forcée. Ce qui fut obscène et le demeure, c'est le scandale de sa pauvreté. Sitôt sorti de l'hébétude, les survivants de la catastrophe ont pensé refondation. Yannick Laens, Faille, octobre 2010. Mise en onde Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous vous portez bien. Vous l'aurez compris, anniversaire oblige, nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui à ce terrible tremblement de terre qui a frappé Haïti voilà un peu plus de 10 ans maintenant, en ce 12 janvier 2010. Si je choisis d'en parler, ce n'est pas tant pour rappeler l'histoire des souffrances que nous avons endurées à la suite de ce tremblement de terre que pour tenter d'esquisser un certain nombre de leçons que nous aurions dû apprendre depuis ce tremblement de terre, mais que nos élites politiques, que nos élites intellectuelles, bref, que nos dirigeants ont tout simplement refusé d'apprendre. Car ce tremblement de terre nous impose un certain nombre de leçons, par exemple sur la soi-disant aide de la communauté internationale, par exemple sur la complicité en matière de corruption entre les tuteurs internationaux et les dirigeants nationaux. Mais si j'en parle surtout, c'est pour qu'on puisse se poser la question, mais comment sortir de ce qui semble être le mythe de Sisyphe? Comment sortir de ce qui semble être un véritable abîme, un éternel recommencement? Puisque je ne suis pas fataliste, je suis de nature optimiste, je crois que tous les problèmes sont humains, mais que toutes les solutions aussi sont humaines. Quand nous sommes confrontés à des problèmes, il ne faut s'adresser ni au Dieu ni au diable, il faut regarder le problème de face, en définir la nature et s'efforcer à trouver des solutions. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour adresser la problématique haïtienne. Et vous aurez vu, une fois de plus, Haïti c'est un emblème, Haïti c'est un paradigme en soi. Tandis que nous allons étaler la problématique haïtienne, nos frères et sœurs africains, nos frères et sœurs antillais, bref, nos frères et sœurs, n'est-ce pas, de descendance noire, vont eux aussi pouvoir s'identifier, communier à cette problématique et apprendre, je l'espère, de ce que nous aurons proposé comme solution au pluriel à la problématique haïtienne. Je vous invite à ce stade-ci à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, à vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Et comme d'habitude, ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Alors,
Je voudrais d'abord saluer la mémoire de ces demi-millions d'hommes et de femmes, de compatriotes haïtiennes et haïtiens qui sont morts à ce terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010. Réglons tout de suite quelque chose qui est ridicule, mais dont il faut parler. Un tremblement de terre ne s'explique pas par une malédiction de Dieu ou des dieux. Vous devez trouver cela ridicule que j'en parle. Je suis d'accord avec vous, sauf que il y a eu tant d'influenceurs, des influenceurs étrangers et des influenceurs haïtiens qui ont cherché à voir dans ce tremblement de terre une explication spirituelle, une explication métaphysique, qu'il faut rejeter cette pseudo-explication du revers de la main. Un tremblement de terre ne s'explique pas par les dieux, par le bon Dieu, ni par le diable. Un tremblement de terre s'explique par des failles géologiques. Point. Autant dire, si Haïti a connu ce tremblement de terre, ce n'est pas parce que le peuple haïtien subit un acharnement, n'est-ce pas, ou un mauvais sort des dieux. Tous ceux qui pensent ainsi doivent être traités pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des idiots. Ça va? Parce que au même moment où Haïti a connu ce tremblement de terre, ou avant Haïti, d'autres pays ont connu des tremblements de terre. Et un mois, nous en parlerons, après qu'Haïti a eu ce tremblement de terre, le Chili, par exemple, a eu un tremblement de terre beaucoup plus sévère sur l'échelle de Richter, et il n'y a pas eu autant de victimes. Autant dire que les effets, les conséquences de ce tremblement de terre doivent être expliquées par la négligence des dirigeants haïtiens. Car il y a un aspect qu'on néglige. S'il est vrai que personne n'est responsable du tremblement de terre en tant que tel, ça faisait déjà des années qu'on avertissait le gouvernement haïtien. Ça faisait déjà des années qu'on avertissait la population haïtienne, n'est-ce pas, d'un tremblement de terre imminent. Donc, personne n'est responsable de cela. Cela s'explique par la position géographique d'Haïti. Quant aux conséquences de ce tremblement de terre, elles ne sont pas naturelles. Les conséquences de ce tremblement de terre s'expliquent par la négligence des différents dirigeants haïtiens, des divers gouvernements haïtiens qui se sont succédés. Ça va? Il n'est pas normal qu'Haïti ait connu un tremblement de terre évalué à 7 sur l'échelle de Richter, qu'on accuse quelque chose comme 350, 400, peut-être même plus que cela en termes de morts, en termes de victimes, mais qu'un mois plus tard, le Chili ait connu un tremblement de terre évalué à entre 8 et 8,8 sur l'échelle de Richter, qu'il n'y a eu que 525 victimes ou disparus. Chaque mort est un mort de trop, je veux qu'on me comprenne. Chaque mort entraîne son lot de souffrance. Chaque mort entraîne son lot de deuil. Et pour quelqu'un qui perd un parent, qui perd un être cher, qui perd un ami, qu'il y ait 525 morts ou 400 000 morts, la souffrance demeure la même. Mais il y a des leçons à tirer en termes de management public, il y a des leçons à tirer en tant que collectivité. Comment se fait-il que sur un certain territoire, un tremblement de terre beaucoup plus féroce frappe, il n'y ait pas autant de victimes, alors que dans un autre pays, un tremblement de terre moins fort sur l'échelle de Richter cause autant de morts? Eh bien, on n'a pas à regarder dans le ciel, il faut regarder sur terre et voir comment les dirigeants haïtiens, comment les élites politiques haïtiennes, comment les gens compétents dans ce pays ont été négligents. On n'a qu'à se rendre une fois en Haïti pour se rendre à l'évidence du fait qu'en Haïti, on construit comme on veut, on construit
comme on peut, on construit n'importe où, on construit n'importe comment, on construit à flanc de montagne, on construit comme si la nature n'imposait pas un certain nombre de règles. Et quand il y a, n'est-ce pas, ces catastrophes-là, on regarde vers le bon Dieu, on regarde vers le diable pour tenter d'expliquer les conséquences de ce qui nous arrive. Non. Si le tremblement de terre a tué autant d'Haïtiens, si le tremblement de terre a fait autant de victimes, c'est parce qu'il n'y a pas d'État en Haïti. C'est parce que sur papier, l'État, n'est-ce pas, le soi-disant État haïtien établit un certain nombre de règles. Sur papier, n'est-ce pas, les gens qui ont fait le génie dans ce pays vont dire voici comment il faut construire, mais personne ne se soucie du respect de ces règles-là. Eh bien, avec le temps, on récolte ce qu'on sème. On récolte, n'est-ce pas, les conséquences de cette négligence étatique. On récolte les conséquences, n'est-ce pas, de ce laisser-aller étatique. On récolte les conséquences du fait que personne n'a tenu compte des données de la science et donc on connaît un plus grand nombre de victimes. Mais ce qu'il y a de plus frappant encore, c'est que depuis ce tremblement de terre, et j'ai dit que ça fait 11 ans, n'est-ce pas, depuis que ce terrible tremblement de terre nous a frappés, on n'a pas tiré les leçons qu'il faut. On ne construit pas nécessairement autrement, on ne construit pas nécessairement ailleurs, on continue à construire à flanc de montagne, on continue à construire comme on veut, comme on peut, et surtout où l'on veut. Et l'État s'en fout. En sorte que, si ce tremblement de terre qui nous a frappé voilà 11 ans, et je touche du bois, devait nous refrapper aujourd'hui, il causerait autant, sinon plus de dégâts qu'en 2010. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas une société apprenante. Il n'y a pas d'État. Nous avons un certain nombre de dirigeants qui se servent eux-mêmes. Nous avons un certain nombre de dirigeants qui se contentent de voler, mais qui ne donnent pas des consignes claires à la population. Ou alors, quand ils les donnent, ces consignes-là, tout le monde s'en fout et l'État s'en fout le premier. Donc, il y a un certain nombre de leçons à tirer des conséquences de ce tremblement de terre. Mais nous allons avancer dans notre réflexion, car après 11 ans, nous sommes censés nous dire, mais qu'est-ce que nous aurions dû faire que nous n'avons pas fait? Et surtout, comment se préparer pour une prochaine fois? Car s'il faut en croire les scientifiques, malheureusement, il est à appréhender, il est à craindre un autre tremblement de terre. La question c'est, serons-nous mieux préparés cette fois-là que nous ne l'avions été il y a 11 ans? Vous savez, surtout, une autre leçon que j'ai apprise à partir de ce tremblement de terre, c'est précisément ce qu'on appelle le capitalisme du désastre. Vous savez qu'il y a des entreprises, qu'il y a des secteurs d'activité économique, n'est-ce pas, qui n'attendent que les désastres, qui n'attendent que les catastrophes pour s'enrichir. Ça, je l'ai toujours su, je l'ai appris à l'école, n'est-ce pas cela? Mais je ne m'attendais pas à ce que toute la communauté internationale, la soi-disant communauté internationale, n'est-ce pas, les ONG de grand renom, de grande renommée, je ne m'attendais pas à ce que ces ONG-là, je ne m'attendais pas à ce que la communauté internationale, elle ait de mains trempées dans ce qu'on appelle en management le capitalisme du désastre. Et dans les semaines, dans les mois, dans les années qui ont suivi ce tremblement de terre, en ce 12 janvier 2010, nous avons vu à l'œuvre ce qu'est le capitalisme du désastre, c'est-à-dire s'enrichir à même le malheur des autres. Soyons intellectuellement intègres. Si certains pays de la communauté internationale ne nous avaient tendu la main dans les heures qui ont suivi ce tremblement de terre, nous aurions eu
beaucoup plus de victimes que ce demi-million d'hommes et de femmes. Je veux avoir l'intégrité intellectuelle et surtout je veux avoir l'élévation de l'âme pour remercier, n'est-ce pas, les pays qui nous ont tendu la main. Je pense à un pays comme la République voisine, la République dominicaine, qui nous a envoyé, n'est-ce pas, ses soldats, qui nous a envoyé ses experts, qui nous a donné à manger et à boire dans les heures qui ont suivi ce tremblement de terre. Je pense à un pays comme Cuba, qui nous a envoyé ses médecins. Je pense à un pays comme Israël, qui nous a envoyé, n'est-ce pas, depuis l'Asie, imaginez, son avion ambulance. Je pense à un pays comme les États-Unis qui ont contrôlé, si vous voulez, n'est-ce pas, le transport aérien pour s'assurer qu'il n'y ait pas plus de catastrophes. Je pense à un pays comme la France. Je pense à un pays comme Venezuela. Bref, je cite de mémoire, n'est-ce pas, ces pays bienfaiteurs, qu'ils en soient tous remerciés. Et tenez, je pense à des pays comme le Sénégal, qui nous ont accordé des bourses, qui ont accordé des bourses d'études, n'est-ce pas, à nos étudiants haïtiens. Ça veut dire, ils n'étaient peut-être que pas présents dans les heures ou dans les jours qui ont suivi ce tremblement de terre, des pays africains, entre autres le Sénégal, la Côte d'Ivoire, me dit-on, nous ont aidés en accordant des bourses d'études aux étudiants haïtiens pour préparer la relève. Mais vous notez que je remercie plein de pays de la communauté dite internationale. Parce que si ces pays-là n'étaient présents, nous aurions eu beaucoup plus de victimes encore. Parce que ce tremblement de terre a révélé, comme l'a dit, n'est-ce pas, la romancière Yannick Lahens, à quel point Haïti, c'était un pays dénudé. Nous n'avions pas de grue, nous n'avions pas de machines, nous n'avions pas de tracteurs, nous n'avions pas ce qu'il fallait pour sortir nos propres concitoyens des grabats du tremblement de terre. Si vous retournez sur YouTube, vous allez voir comment, n'est-ce pas, ce sont les Haïtiens qui, à main nue, ont tenté de retirer qui un frère, qui une sœur, qui un enfant, n'est-ce pas, sous les grabats, parce que l'État haïtien, malgré le fait qu'il existe depuis plus de 200 ans, l'État haïtien, en tant que succession de gouvernement, en tant qu'institution, en tant que dirigeant, a toujours volé, mais n'a jamais pensé à se doter d'infrastructures nécessaires pour répondre à une catastrophe comme celle que nous avons connue. On a fonctionné pendant 200 ans d'histoire dans l'improvisation. On a fonctionné pendant 200 ans d'histoire dans Simon Diévelé, cette mentalité qui nous fait dépendre de Dieu, qui nous fait dépendre des lois, qui nous fait dépendre en tout cas des entités, n'est-ce pas, spirituelles, sans nous occuper véritablement, n'est-ce pas, de nos affaires humaines. Eh bien, quand une catastrophe comme celle-là arrive, tout à coup, nous réalisons que nous n'avions pas de pays. Nous réalisons que tout à coup, nous n'avions pas d'État. Et vous savez, il y a un principe dans la vie. La nature a horreur du vide. Quand vous n'avez pas les dirigeants qu'il faut, quand vous n'avez pas les dirigeants, n'est-ce pas, qui prévoient des catastrophes et qui font justement des prévisions nécessaires, eh bien, ce sont les autres qui entrent et qui vous dirigent. Moi, j'oublierai jamais cette phrase qui me traumatise encore 11 années plus tard. On cherchait le président haïtien, René Préval, n'est-ce pas, dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre, on se demandait, mais par où est passé le président haïtien René Préval? En temps normal, dans tout pays sérieux, dans tout pays qui est doté d'un État, en temps de crise, on regarde vers les dirigeants. Et ce sont les dirigeants, n'est-ce pas, qui donnent les consignes, des consignes de survie. Regardez cette fameuse pandémie. Dans tout pays sérieux, on regarde ce que les gouvernements nous disent. Eh bien, lors de ce tremblement de terre, et ne venez pas me dire que René Préval ne savait pas, il le savait. Parce qu'il y avait des experts français qui ont prévenu René Préval en son bureau au Palais National que ce n'est qu'une question de temps, n'est-ce pas, d'un instant à l'autre, ce pays allait être frappé par un tremblement de terre. Et vous savez, il n'a rien dit à la population.
sous prétexte qu'il ne voulait pas susciter un vent de panique. Ça vous rappelle un certain Donald Trump qui a nié la pandémie sous prétexte qu'il ne voulait pas susciter de panique. Mais revenons à René Préval, qui est mort en passant. Eh bien, on l'a cherché pendant les premières heures, on n'a pas trouvé. Et lorsqu'on l'a trouvé finalement, vous savez quelle a été sa première phrase? My palace collapse. On dirait que sa seule préoccupation, c'était le fait que le palais national, où il avait son bureau, s'est effondré lui aussi. Donc, il n'y a pas eu d'État. Et puisqu'il n'y a jamais eu d'État, n'est-ce pas? En particulier, cette nudité a révélé à quel point nous avons eu des dirigeants rapaces, mais pas des dirigeants qui se sont préoccupés du bien-être de leur population. Eh bien, dans les heures qui ont suivi ce tremblement de terre, c'est l'international qui allait nous gérer. Rapidement, au mois de mars, le Canada a organisé ce qu'on appelle la conférence de Montréal pour Haïti. Et là, des pays du monde entier ont promis des sommes faramineuses, 10 milliards de dollars pour aider à la reconstruction d'Haïti. Fine. Mais la communauté internationale s'est donné la peine de dire: il ne faut pas que ce soit les dirigeants haïtiens qui gèrent ces 10 milliards, je les comprends, parce que la corruption est telle, là je ne suis pas d'accord, parce que la corruption n'est pas haïtienne, elle est humaine, point, n'est-ce pas? Ils sont à ce point corrompus que si on leur confie cet argent-là, la population haïtienne n'en verra pas les couleurs. Alors là, ils ont mis sur pied un machin, là, un truc hybride qu'on appelle commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Et sur cette commission siégeaient à parts égales des étrangers. Je vous cite un certain Bill Clinton, comme si Bill Clinton était garant, n'est-ce pas, d'incorruptibilité, mon œil. Et sur cette commission siégeaient des dirigeants haïtiens, les uns plus corrompus que les autres. Et là, n'est-ce pas, les milliards commençaient à entrer, les sommes commençaient à entrer, des sommes qui étaient, n'est-ce pas, consacrées soi-disant à la reconstruction, mais la communauté internationale a imposé un certain nombre de conditions. Pour les gens qui se sont retrouvés du jour à l'autre sans abri, on va faire appel à nos firmes à nous pour leur construire des maisons. Exemple. Le Canada avait promis que pour chaque dollar donné par la population n'est-ce pas, canadienne, l'État canadien doublerait ce dollar. Et vous savez quoi? Eh bien, cette somme que le Canada a donnée, soi-disant pour la reconstruction d'Haïti, a servi littéralement à exporter le chômage canadien vers Haïti. On a par exemple confié à une firme montréalaise, n'est-ce pas, la reconstruction d'un certain nombre de maisons pour la population haïtienne dans certaines régions. Eh bien, cette firme canadienne a tout simplement construit des cages d'animaux pour la population haïtienne. Dans ces soi-disant maisons, qui ne sont pas sans rappeler les cases pendant l'époque de l'esclavage, il n'y avait pas de fenêtres. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, de toilettes. Eh bien, conséquemment, on a exporté ces maisons à la population haïtienne qui n'y a jamais vécu. Mais cette fameuse firme canadienne, cette fameuse firme, n'est-ce pas, québécoise, a empoché l'argent. Et on se demande, mais par où sont passées ces fameuses maisons qu'on avait promises à la population haïtienne? Et ce ne sont pas seulement les firmes privées qui ont, n'est-ce pas, qui ont profité de cette soi-disant manne de la communauté internationale en vue de la reconstruction d'Haïti. Les ONG comme la Croix-Rouge canadienne, des ONG comme Oxfam, n'est-ce pas, ont profité de cette manne en sorte que 10 ans après le tremblement de terre, écoutez-moi bien, il y a une étude qui est sortie pour expliquer, n'est-ce pas, comment chaque dollar de la communauté internationale, soi-disant donné pour la reconstruction d'Haïti, a été donné. On a réalisé que pour chaque dollar soi-disant donné à Haïti, 80 sous retournaient dans le pays donateur.
Eh bien, c'était à ce point ridicule qu'à un moment donné, la France nous envoyait des experts pour aller dire aux hommes haïtiens comment porter des condoms. Donc, ça prend des Français. Mais des études ont prouvé aussi comment la Croix-Rouge canadienne, comment Oxfam International, Oxfam Québec, Oxfam de Londres, n'est-ce pas, ont détourné aussi des fonds qui étaient soi-disant consacrés à la reconstruction d'Haïti, mais ces fonds ont servi à enrichir, n'est-ce pas, les dirigeants de ces ONG internationales. Mais rien d'étonnant, les amis. Les ONG ont toujours été et sont encore, en ce qui a trait aux pays noirs, aux pays africains, à un pays comme Haïti, n'est-ce pas? Les ONG ont toujours été une tactique des tuteurs internationaux pour contourner l'action de l'État et pour imposer l'agenda international. En sorte que, dis-je, sur chaque dollar soi-disant donné par la communauté internationale, qu'on parle du Canada, qu'on parle des États-Unis, qu'on parle de l'Union européenne, 70 à 80 cents retournaient dans les pays donateurs. Donc je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de leçons à apprendre, n'est-ce pas, de ce tremblement de terre. 1. L'État haïtien n'existe pas. Il n'a jamais existé, il n'existe toujours pas. Nous avons tout simplement une bande de voleurs, une bande de kleptomanes qui se sont emparés du pouvoir pour leurs propres intérêts plutôt que pour l'intérêt de la population. Mais la communauté internationale profite de ce qu'on appelle le capitalisme du désastre. Quand il y a désastre, la communauté internationale va promettre son aide, mais l'aide servira à enrichir la communauté internationale et à appauvrir encore plus le pays qui a besoin de l'aide. Et quand je dis le capitalisme du désastre, parfois c'est la communauté internationale elle-même qui provoque le désastre. Nous avons eu le tremblement de terre le 12 janvier 2010, quelques mois plus tard. Octobre 2010, cette même communauté internationale, écoutez-moi bien, va exporter en Haïti l'épidémie du choléra. Après avoir tenté de se disculper en disant « Mais non, ce n'est pas nous qui avons importé le choléra en Haïti », eh bien, après des études réalisées par des experts, eh bien, l'ONU a finalement reconnu que le choléra a été importé en Haïti par les troupes onusiennes, en particulier par le contingent népalais. Et vous savez quel en est le bilan? Près de 10 000 décès pour plus de 800 000 personnes infectés par le choléra. Cette statistique date de 2016. Je reprends. Voilà une communauté internationale qui vole à notre rescousse, soi-disant, qui vole à notre secours, mais qui, quelques mois seulement, 9 mois après le tremblement de terre, donc en octobre, n'est-ce pas, 2010, nous a donné le choléra et 6 ans plus tard, le bilan, 800 000 personnes furent affectées et 10 000 décès pour un pays qui venait de vivre 9 mois plus tôt 300 à 400 000 morts. Alors dites-moi, est-ce que cette communauté internationale fait partie du problème ou bien est-ce qu'elle fait partie de la solution? Mais si vous êtes sérieux avec vous-même, la communauté internationale, la soi-disant aide de la communauté internationale fait partie du problème et n'est pas la solution. Ce qui est à retenir, c'est que bien avant que les experts français aient alerté le monde entier sur la souche népalaise du choléra, en disant que ce choléra a été importé par les troupes onusiennes en Haïti, eh bien, la population haïtienne le disait. Les Haïtiens prenaient la rue pour dire, écoutez, le choléra nous a été importé par la communauté internationale, le choléra nous a été importé par les troupes népalaises, et vous savez quoi? Lorsque les Haïtiens ont pris la rue pour le dire, l'État haïtien, dirigé alors par Michel Martelly, disait que non. Moi-même, j'avais rencontré
L'envoyé spécial des Nations Unies, n'est-ce pas, en Haïti, alors Edmond Mulet, qui reconnaissait lors d'une conférence conjointe qu'on a présentée à Montréal, qui reconnaissait du bout des lèvres que oui, les Nations Unies, n'est-ce pas, détiennent une part de responsabilité dans l'importation du choléra en Haïti. Mais au moment où l'ONU était prêt à reconnaître, n'est-ce pas, ses responsabilités, vous savez quoi? L'État haïtien de Michel Martelly niait la responsabilité onusienne dans l'importation de ce choléra. Toujours est-il, je le répète, bilan de ce choléra, après, n'est-ce pas, 6 ans en Haïti, c'était 800 000 personnes affectées et 10 000 décès. Eh bien, j'ai posé la question, est-ce que la communauté internationale fait partie du problème ou de la solution dans nos problématiques à nous en tant que peuple noir? La réponse est évidente. La communauté internationale fait partie du problème et non des solutions. Et vous savez, je ne suis pas le seul à le dire. Même ceux qui ont travaillé comme représentants, n'est-ce pas, de cette communauté internationale dans nos pays le reconnaissent. Je cite explicitement, n'est-ce pas, un haut diplomate brésilien, Ricardo Seitenfus, qui a représenté l'OEA en Haïti. Eh bien, il a écrit un livre qui est comme un coup de poing sur la gueule de cette communauté internationale qui a pour titre, n'est-ce pas, l'échec de l'aide internationale à Haïti. Et si vous êtes plus porté vers les documentaires que vers les livres, eh bien, je vous invite à visionner le film du réalisateur haïtien Raoul Peck, Assistance mortelle. Eh bien, dans ce film, Raoul Peck montre que la soi-disant communauté internationale qui était censée être en Haïti pour aider Haïti à se relever, a amplifié la problématique haïtienne. Assistance mortelle. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. La communauté internationale n'a pas seulement profité du désastre haïtien, le capitalisme du désastre, elle l'a amplifié en nous important le choléra, mais pire encore, écoutez-moi bien, la communauté internationale s'est arrogé le droit de nous imposer un président qui n'a jamais été élu. Et vous savez qui le dit encore une fois? Ricardo Seitenfus, qui était le représentant de l'OEA en Haïti, n'est-ce pas? Et qui a écrit ce livre que je viens de citer. Eh bien, ce que Ricardo Seitenfus nous apprend, mais que nous savions déjà, c'est que ce fameux Michel Martelly n'a jamais été admis au second tour. Puisqu'on était dans un contexte de reconstruction, on était dans un contexte de vulnérabilité, on était dans un contexte où de nombreux dollars allaient être brassés en Haïti, on avait promis 10 milliards, même si en réalité c'est 4 ou 6 milliards de dollars qui ont été brassés pendant cette période en Haïti. Eh bien, vous savez quoi? La communauté internationale, avec les États-Unis en tête, suivi de la France et du Canada, il ne faut jamais écarter le Canada, qui est devenu sur notre dos une grande puissance, eh bien, ces 3 pays-là se sont arrangés pour imposer le plus corruptible, le plus corrompu. La communauté internationale s'est arrangée pour nous imposer, n'est-ce pas, celui qui était plus près parmi les autres candidats à jouer la carte de l'aplaventrisme. Donc, même si Michel Martelly n'était pas admis au second tour, imaginez, les États-Unis de Barack Obama, avec Joe Biden comme vice-président, nous ont envoyé leur secrétaire d'État en la personne de Hillary Clinton un dimanche après-midi. Mission: imposer Michel Martelly au second tour, malgré le fait qu'il n'y était pas admis. Mais les jeux étaient clairs.
dans ce contexte, n'est-ce pas, de brassage de dollars, dans ce contexte, n'est-ce pas, de capitalisme du désastre, il fallait imposer aux Haïtiens celui qui était le plus malléable. Il fallait imposer aux Haïtiens celui qui était plus près, n'est-ce pas, des Américains. On raconte même qu'il est un citoyen américain, de telle sorte que la communauté internationale ait pu imposer son agenda sous le règne de Michel Martelly. Et quand je dis imposer son agenda, c'est son agenda idéologique, c'est son agenda politique, mais surtout son agenda d'affaires. Le sous-sol haïtien, selon plusieurs études, est riche. Et on a profité, n'est-ce pas, de cette période de l'après-tremblement de terre pour envoyer en Haïti des compagnies minières, des compagnies canadiennes qui devaient explorer ce sous-sol. Et la population haïtienne n'en sait toujours rien, car des contrats secrets ont été signés entre l'État haïtien de Michel Martelly et ses firmes, n'est-ce pas, canadiennes et ses firmes américaines. Et si vous voulez avoir, n'est-ce pas, un regard sur ce qui s'est fait pendant, n'est-ce pas, cette période dite de la reconstruction par la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, vous n'avez qu'à vous reporter sur le site de Julien Assange, n'est-ce pas, Wikileaks, site dans lequel la fille même de Bill Clinton reproche à son père sa mauvaise utilisation des fonds qui ont été soi-disant consacrés à la reconstruction d'Haïti, mais qui ont été détournés vers la Clinton Foundation. Ça, c'est le capitalisme du désastre. Profiter du désastre des petits pays, provoquer certains désastres dans ces pays-là, de manière à en sortir plus riches. Mais il n'y a pas que la communauté internationale à blâmer dans ce gâchis haïtien. Il n'y a pas que la communauté internationale à blâmer dans cet abîme haïtien. Il n'y a pas que la communauté internationale à blâmer dans ce chaos haïtien. Ce sont des responsabilités partagées entre la communauté internationale, les États-Unis, le Canada, la France et les dirigeants haïtiens qui sont, n'est-ce pas, corrompus jusqu'à l'os. Et nous allons voir leurs responsabilités à ces dirigeants haïtiens. En parlant de la complicité de l'État haïtien dans le désastre haïtien, vous savez, dans les mois qui ont suivi l'importation du choléra en Haïti, lorsque des études d'experts ont établi hors de tout doute que la souche du choléra est népalaise, eh bien, certains avocats haïtiens ont entrepris de poursuivre et l'État haïtien et l'ONU au nom des victimes. Vous savez qui leur a mis le plus grand nombre de bâtons dans leur roue? L'État haïtien. L'État haïtien n'a jamais voulu collaborer pour, n'est-ce pas, obtenir réparation contre les victimes, mais pire. Toujours dans la foulée du choléra, on a découvert que certains membres d'ONG, n'est-ce pas, on l'a vu avec Oxfam, on l'a vu avec des soldats de l'armée canadienne, on l'a vu avec le contingent népalais, donc certains membres de la dite communauté internationale, n'est-ce pas, ont commis des actes d'abus sexuels sur les femmes, mais en particulier sur les mineurs en Haïti. Et en particulier, des soldats népalais ont sodomisé un garçon. Lorsque l'affaire a fait scandale, après quelques mois de résistance de la part du gouvernement népalais, n'est-ce pas, eh bien le Népal avait décidé d'indemniser le garçon à coût de millions de dollars. Vous savez quoi? La famille n'a vu que des miettes de ces millions de dollars. Et vous savez qui a bénéficié de la part du lion? Les ministres du gouvernement de Martelly. Donc quand je vous dis que le désastre haïtien, l'abîme haïtien, n'est-ce pas, s'explique à part égale entre la dite communauté internationale et les dirigeants haïtiens, au moins, vous pouvez me donner raison ici.
Les dirigeants haïtiens sont des dirigeants transnationaux qui sont animés par le désir de s'enrichir le plus vite que possible, mais qui n'ont aucun souci du relèvement de la population haïtienne. Lorsque ce tremblement de terre est arrivé, nous étions plusieurs à nous dire enfin, les dirigeants haïtiens vont comprendre. Ils vont profiter de ce momentum pour reconstruire, n'est-ce pas, le pays, pour refonder l'État haïtien selon la belle formule mais creuse de René Préval et de Jean-Max Bellerive. Dans la foulée de l'après-tremblement de terre, tous les pays auxquels Haïti devait de l'argent ont annulé la dette haïtienne. Haïti est devenu riche d'un coup, n'ayant pas eu de dette. Mais mieux encore, Haïti va bénéficier d'une manne qu'on appelle la manne Petro-Caribé. Qu'est-ce que c'est que la manne Petro-Caribé? Eh bien, la manne Petro-Caribé, c'est un programme spécial, n'est-ce pas, conçu par le gouvernement du Venezuela pour aider les pays de la région de la Caraïbe en leur vendant, n'est-ce pas, du pétrole au prix du marché, mais à un intérêt dérisoire et en permettant à ces pays de revendre le pétrole à des compagnies privées de manière à faire, n'est-ce pas, un peu de profit et rembourser cette dette sur 25 ans. C'est ainsi donc que, entre René Préval, puisque le programme a commencé avec René Préval, au gouvernement de Michel Martelly, le gouvernement haïtien, écoutez-moi bien, a bénéficié de 3,8 milliards de dollars américains. Et dans les pays de la région qui ont bénéficié du programme Petro-Caribé, eh bien, ils en ont profité pour faire des routes. Ils en ont profité, n'est-ce pas, pour construire des infrastructures. Eh bien, le gouvernement de Michel Martelly et de Laurent Lamotte y est allé par des annonces ronflantes. Ils ont promis des stades de foot, n'est-ce pas, pour la jeunesse. Ils ont promis des routes, etc. Sauf que 5 ans, ou presque après le départ de Michel Martelly, on se demande encore par où sont passées ces infrastructures, par où sont passés ces stades, par où sont passées, n'est-ce pas, toutes ces promesses. La vérité, dis-je, c'est que ces 3,8 milliards de dollars ont été volés, détournés, n'est-ce pas, dilapidés par les divers gouvernements qui se sont succédés depuis René Préval jusqu'à Jovenel Moïse. Et il ne s'agit pas de rumeurs, puisque la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, n'est-ce pas, a émis divers rapports dans lesquels le président actuel, Jovenel Moïse, et son prédécesseur, n'est-ce pas, entre autres Michel Martelly, sans compter leurs ministres, n'est-ce pas, ont été accusés dans ces rapports comme ayant dilapidé, détourné ou volé ces fonds. Et vous savez quoi? Depuis ce temps, la population est dans la rue pour réclamer le procès Petro-Caribé. Il faut que les dirigeants rendent des comptes, n'est-ce pas, de ces 3,8 milliards de dollars qui ont été détournés, qui ont été dilapidés, qui ont été volés. Mais vous savez quoi? Et la communauté internationale et Jovenel Moïse se sont entendus pour qu'il n'y ait pas de procès. Donc, si aujourd'hui encore on avait un tremblement de terre, la population se serait retrouvée dans la même situation catastrophique car l'État haïtien est encore plus dénudé qu'il ne fut avant le tremblement de terre 2010. Pour quelle raison? Parce que on nous fait des prêts, on nous fait des dons, mais ces dons, ces argents sont volés et par les instances internationales et par les politiciens haïtiens. Comment faire pour nous en sortir? Il nous faut nous poser cette question. Nous sommes bons, vous savez, dans l'art de poser des diagnostics. Les problèmes haïtiens, les problèmes dans nos pays noirs, les problèmes dans nos pays, n'est-ce pas, antillais, nous les connaissons. Mais comment faire pour nous en sortir? Il n'y a pas de fatalité. Je l'ai dit au début de l'émission, tous les problèmes sont dans la nature. Les solutions aussi doivent être humaines. Alors, je vais y aller d'un certain nombre de propositions dans un contexte où le mandat du président actuel tire à sa fin.
selon la Constitution, au 7 février 2021, donc dans moins d'un mois, le président Jovenel Moïse doit partir. Et puisque pendant les 5 ans de son mandat, il n'a jamais organisé pas une seule élection, on se retrouve aujourd'hui avec un pays qui n'a pas de parlement, donc il n'y a pas de contre-pouvoir, et lui-même va s'arranger avec la complicité de l'international pour se perpétuer au pouvoir au-delà du mandat constitutionnel. La question c'est comment sortir de cet abîme? Nous devons nous poser cette question. Parce que nous pouvons ne pas être d'accord sur plusieurs sujets, mais vous nous avez consacré ce que vous avez de plus précieux, votre temps. Au nom de toute l'équipe de Lumière sur le monde, nous vous disons merci. En 9 mois, nous sommes rendus plus de 22 000 abonnés à travers le monde. Merci de cette énergie que vous partagez avec nous. On est ensemble. Comment se sortir de cet abîme? La première chose à faire, quant à moi, c'est d'observer une pause patriotique par rapport à ces satanées élections. Vous savez, depuis la chute des Duvalier, eh bien, à chaque fois qu'on a des élections, n'est-ce pas, eh bien, on récolte un candidat pire que celui qui l'a précédé. Regardez, on a eu Martelly, on dit, mais on peut pas aller plus bas que Martelly, on nous donne Jovenel. Et si on fait pas attention, ils vont nous donner Gracia Delva, ils vont nous donner, n'est-ce pas, l'un de ces kidnappeurs. Et la communauté internationale se moque de nous en nous entrant dans la gorge au nom de la démocratie, des élections qui n'en sont pas de véritables élections, car ce sont des sélections de l'international pour nous humilier. Est-ce qu'on peut observer une pause patriotique de 3 ans par rapport à ces satanées élections pour qu'on prenne le temps de penser notre pays? Penser P-E-N, mais penser P-A-N, dans le sens qu'il y a des blessures, qu'il y a des traumatismes qui doivent être, n'est-ce pas, réglés. Il y a des problèmes qui doivent être pensés avant qu'on entre tête baissée dans ce cycle que la communauté internationale appelle la démocratie, mais qui est tout simplement un outil de minorisation des peuples noirs, qui est une autre tactique de, n'est-ce pas, d'humiliation des peuples noirs, puisque ce sont les tuteurs qui nous imposent, n'est-ce pas, leurs candidats. Pensez à la Côte d'Ivoire. Vous pensez vraiment que ce sont les Ivoiriens qui ont élu, n'est-ce pas, Ouattara? Allons donc. Alors, est-ce qu'on peut observer une pause patriotique de 3 ans? Mais vous me direz, pendant ces 3 ans, le pays est dirigé par qui? Eh bien, le pays sera dirigé par un conseil de gouvernement pour la refondation nationale, formé de 13 membres, n'est-ce pas? Bien, il y a un certain nombre de critères que l'on doit considérer pour, n'est-ce pas, choisir ces 13 membres. Mais la question de la parité homme-femme, nous sommes quand même au 21e siècle. Il faut qu'il y ait autant de femmes, n'est-ce pas, au sein de ce conseil de gouvernement pour la refondation nationale que d'hommes. La question des Haïtiens du dedans et des Haïtiens du dehors, la diaspora ne doit pas être considérée uniquement comme la vache à lait qui, n'est-ce pas, transfère 4 milliards de dollars américains par année. Non, la diaspora, c'est une mine de ressources humaines qui n'attendent pas mieux que de se mettre au service du pays. Autre critère, l'intégrité. Si les membres, n'est-ce pas, de ce gouvernement ont été accusés de corruption et reconnus coupables de corruption, indépendamment de leurs compétences, ils ne doivent pas en faire partie. Des compétences avérées. On en a assez des gens qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans des ministères. On en a assez des gens qui se retrouvent à des postes, mais qui n'en ont pas la moindre compétence, mon Dieu. Et surtout le patriotisme. Souvent dans nos pays, vous allez voir, on a des gens compétents, mais c'est des gens qui n'ont absolument aucune motivation patriotique, qui sont là pour faire respecter l'agenda des pays tuteurs, comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada. Alors, je reprends la question de la parité homme-femme, la question des Haïtiens du dedans et des Haïtiens du dehors, la question de, n'est-ce pas, de l'intégrité, la question des compétences sont des critères fondamentaux
pour envisager la candidature d'un homme ou d'une femme au sein de ce conseil de gouvernement pour la refondation nationale de 13 membres. L'histoire nous apprend que en face de l'exécutif, il faut qu'il y ait toujours une instance de contrôle. Eh bien, à ces 13 membres du conseil de gouvernement pour la refondation nationale, eh bien, on va opposer 13 autres membres qui, eux, feront partie d'une commission de contrôle d'action gouvernementale. Les mêmes critères, parité homme-femme, haïtien du dedans, haïtien du dehors, intégrité impeccable, n'est-ce pas? Patriotisme et compétences avérées. Et pendant 3 ans, ces deux instances, l'instance de l'exécutif et l'instance du contrôle de l'action gouvernementale, vont se charger d'un certain nombre de dossiers. J'en ai fait 14 chantiers. Premier chantier, ils devront organiser une conférence nationale souveraine sur le design politique du pays. Ce n'est pas normal qu'on répète les mêmes actions, qu'on commette les mêmes bêtises, tout en espérant récolter d'autres résultats, mais c'est de l'imbécilité. Les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent les mêmes effets. À chaque 5 ans, on organise, n'est-ce pas, un carnaval qu'on appelle un carnaval, n'est-ce pas, électoral. L'international nous impose un président et tout à coup, on espère qu'au terme de son quinquennat, quelque chose de bon va sortir de cela. Non. Qu'est-ce qu'on veut comme pays? Est-ce que la population a jamais été consultée en 200 ans d'histoire sur le design de son pays? Alors, pendant ces 3 ans de pause patriotique, on va organiser cette fameuse conférence nationale souveraine pour reprendre la formule du docteur, n'est-ce pas, Turneb Delpé. Pendant ces 3 ans aussi, on va repenser le système éducatif. Jusqu'à présent, il n'y a pas de système d'éducation nationale haïtien puisque tout ce que nous faisons, c'est de recopier la défroque, n'est-ce pas, du système éducatif français. Est-ce que nous sommes à ce point nuls que nous ne sommes pas en mesure de concevoir, de produire un système d'éducation nationale? Eh bien, pendant ces 3 ans, nous allons repenser notre système d'éducation. Troisième chantier, la refonte du système de justice haïtien. On ne peut pas construire un État dans lequel la justice devient un luxe. On ne peut pas construire un État dans lequel, n'est-ce pas, la justice n'existe que pour ceux qui ont de l'argent. Depuis au moins 5 ans que les Haïtiens réclament le procès de Petro-Caribé pour la dilapidation des 3,8 milliards de dollars, dilapidation dont sont responsables les divers gouvernements, depuis René Préval jusqu'à Martelly, en passant par le gouvernement soi-disant intérimaire de Josler Meprivert. On ne peut pas construire un État sans se poser la question des redditions des comptes. Et ça passe par la refonte du système de justice haïtien. Quatrième chantier, conception et implémentation d'une politique monétaire rigoureuse. Vous savez, en Haïti, la gourde, la devise nationale, est un véritable yo-yo entre les mains des banksters. Un jeu de mots entre banquiers et gangsters. Ceux-là, ce sont de véritables gangsters qui décident, par exemple, que la gourde, n'est-ce pas, enfin, que pour avoir $1 américain, il faudra 90 gourdes un jour. Un autre jour, ils décident que non, il faudra 112, n'est-ce pas, 112 gourdes pour avoir $1. Pourquoi ils font ça? Écoutez-moi bien, parce que la banque fait 60%, sinon plus, de ses profits grâce à l'échange des devises. Donc les banques en Haïti n'en sont pas de véritables banques, ce sont des comptoirs, n'est-ce pas, de change de devises. Mais il faut qu'il y ait une politique monétaire rigoureuse et il y a des économistes haïtiens qui sont experts là-dedans. On n'a qu'à faire appel à eux pour qu'on repense, n'est-ce pas, notre système ou alors notre politique monétaire, mais une politique rigoureuse cette fois-ci. Il faut, cela va sans dire, pendant ces 3 ans, réaliser le procès Petro-Caribé. Si ceux qui ont volé cet argent ne rendent pas des comptes, eh bien, le prochain président
va voler encore plus. Après ce qu'on a connu sous l'époque des Duvalier, nous nous étions dit, écoutez, c'est fini. Après le déchoucage qu'on a eu, les dirigeants vont enfin comprendre que voler l'argent de l'État, c'est encourir, n'est-ce pas, la peine d'emprisonnement ou encourir la peine du déchoucage. Mais on a vu que les politiciens haïtiens ne sont pas contre le vol, ils sont contre les voleurs. Ils sont contre tel voleur, mais si vous chassez tel voleur et que vous le mettiez à la place de ce voleur, lui va ruser encore plus et il va voler encore plus. Il faut, pendant ces 3 ans, penser à refondre le système de la santé publique en Haïti. Vous savez, il y a une norme. Il faut 25 membres du personnel de la santé par 10 000 habitants si l'on veut qu'une population ait accès à la santé. Vous savez, en Haïti, c'est moins de 1 médecin pour 10 000 habitants, mais pire. Dans les 5 ans qui suivent sa diplomation, en moyenne, le médecin haïtien quitte Haïti vers les États-Unis, vers le Canada, vers la France et l'État haïtien ne s'en soucie même pas. C'est pire. Cuba accorde des bourses à des étudiants haïtiens pour parfaire leurs études en médecine. Et quand ils retournent de Cuba vers Haïti, eh bien l'État haïtien ne leur offre pas d'emploi. Ils sont au chômage. Parce que l'État haïtien n'a absolument aucune idée de ce qu'on appelle un système de santé publique. Entre-temps, vous continuez à avoir des ministres de la santé qui ne foutent rien. Il faut aussi, 7e chantier, une refonte de la gouvernance publique. Personne ne rend de compte dans ce pays, les amis. Depuis l'élection de Martelly, que l'État haïtien impose une taxe à la diaspora haïtienne. Pour chaque dollar qu'un Haïtien de la diaspora transfère vers Haïti, l'État haïtien prélève une taxe. Et vous savez quoi? Cette taxe a été conçue pour payer les professeurs haïtiens. Mais vous savez quoi? Depuis 10 ans que cette taxe est prélevée, l'État haïtien a rendu compte une seule fois de la somme qui existe, n'est-ce pas, dans ces caisses, mais il ne dit rien sur comment cet argent est utilisé, puisqu'entre-temps, les professeurs ne sont pas payés. La question de la gestion du territoire. On a commencé l'émission avec le tremblement de terre. Si le tremblement de terre a fait autant de victimes, c'est parce que l'État haïtien ne s'est jamais, ne s'est jamais préoccupé de la question de la gestion du territoire. On construit comme on veut, on construit comme on peut, on construit où l'on veut. Est-ce qu'à un moment donné, on va se poser les véritables questions de la gestion du territoire? Il n'y a pas d'État responsable qui ne s'occupe de la gestion du territoire. La question de la refonte de la fonction publique. La fonction publique haïtienne est inutilement pléthorique. Vous avez énormément de gens qui travaillent pour l'État, mais pour quel service? Il n'y a pas de service. Il m'est déjà arrivé d'entrer dans des bureaux, n'est-ce pas, de la fonction publique haïtienne. Vous savez quoi? Les gens vendent des cartes d'appel. Il m'arrive, n'est-ce pas, de me rendre dans certaines représentations diplomatiques de l'État haïtien à l'étranger. Il y a plein d'hommes et de femmes qui travaillent soi-disant dans ces ambassades, dans ces consulats, mais pour quel service? C'est des gens qui, en général, passent leur journée sur les médias sociaux. Il faut donc repenser à la diplomatie haïtienne, repenser à la chancellerie haïtienne. Vous savez, nos consulats, nos ambassades sont des postes qui sont comblés par les seconds bureaux des parlementaires haïtiens. Dès qu'un député ou un sénateur, n'est-ce pas, a une maîtresse dont il veut se débarrasser, eh bien, il l'envoie dans un consulat ou dans une ambassade. Pire, nos sénateurs et nos députés se servent, n'est-ce pas, de nos consulats et de nos ambassades pour placer leurs enfants, leurs fils et leurs filles, qui n'ont pas du tout étudié en diplomatie, mais qui doivent faire des études à l'étranger. On en profite pour leur donner des emplois. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit un État? Il faut institutionnaliser la diaspora comme 11e chantier. Ce n'est pas normal qu'il y ait
près de 2 millions d'Haïtiens vivant à l'étranger avec des compétences multiples dont les pays étrangers se servent pour leur développement, et puis l'État haïtien ne sait pas comment s'en servir. Si vous demandez aux soi-disant ministres des Haïtiens vivant à l'étranger, n'est-ce pas, combien y a-t-il d'Haïtiens vivant à l'étranger? Dans quel secteur d'activité évolue-t-il? Mais il n'en sait rien. Et pourtant, il est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Il nous faut, en tant qu'État, nous poser la question d'une doctrine de sécurité publique. Il n'est pas normal de partager la même île avec la République dominicaine, une République dominicaine qui nous est 9 fois sur 10 hostile. L'histoire de nos deux États, n'est-ce pas, le montre, et ne pas poser sérieusement la question de la sécurité publique. Nous ne voulons pas avoir d'armée, mais nous avons des armées, des troupes qui viennent de partout, non. Nous devons faire comme au moins 10 autres pays sérieux dans le monde, imposer le service militaire à nos jeunes de 18 à 25 ans. Il n'est pas normal qu'Haïti soit confronté à un tel problème d'insécurité, à un tel problème, n'est-ce pas, de kidnapping, et que parallèlement la police ne soit pas payée, tandis que, n'est-ce pas, les ministres sont en train de s'enrichir. Il faut se poser la question d'une doctrine de la sécurité publique. Nous devons avoir une armée, bon Dieu. Je sais que les États-Unis ne veulent pas d'armée, qu'ils aillent se faire, les Américains. Nous sommes un pays indépendant, nous avons le droit de penser, n'est-ce pas, à une doctrine de sécurité publique. Comme 10 autres États dans le monde, nous devons imposer le service militaire à nos jeunes. Israël, entre autres, le fait. Cuba le fait. Nous devons, n'est-ce pas, régler la question de la police. Pourquoi nous n'avons pas suffisamment de policiers? C'est peut-être parce que les avantages sociaux ne sont pas intéressants. C'est parce que les policiers savent qu'ils ne sont pas payés. Parfois, n'est-ce pas, ils peuvent passer jusqu'à 3, jusqu'à 4 mois sans recevoir leur salaire. Est-ce que nous pouvons nous passer d'une gendarmerie? La question doit se poser. Enfin, je vous ai dit comment pendant la période du tremblement de terre, le Canada a envoyé des compagnies minières pour exploiter, n'est-ce pas, nos sous-sols. Mais nous, les Haïtiens, nous n'en savons rien. Il faut qu'on fasse l'inventaire de nos ressources naturelles. Pour développer un pays, on compte sur des humains, les cerveaux, et on compte sur les ressources naturelles. Enfin, nous allons profiter de ces 3 ans pour concevoir une politique de revitalisation de l'économie et de la création d'emplois. Nous avons une richesse inestimable, notre jeunesse. Haïti dispose d'une population jeune. Imaginez seulement si l'État haïtien était sérieux. Imaginez seulement s'il y avait un État en Haïti qui se consacrait à éduquer cette jeunesse pour en faire un trésor. Alors, Haïti serait un pays enviable. Vous savez, je vis au Québec. Le Québec est confronté à une problématique sérieuse qu'on appelle le vieillissement de la population. Bientôt, il y aura plus de gens à la retraite qu'il y en a qui se retrouvent sur le marché du travail. Alors qu'en Haïti, c'est le contraire. Nous avons une population très jeune. Mais les imbéciles qui nous dirigent, précisément parce qu'ils n'ont pas de vision, précisément parce qu'ils ne comprennent rien à l'État, gaspillent cette ressource-là. En sorte que nos jeunes, pour beaucoup d'entre eux, se sentent condamnés à faire du kidnapping, se sentent condamnés à faire de la prostitution, se sentent condamnés à faire du vagabondage parce que l'État haïtien ne s'en occupe pas. Se sortir de cette situation, il faut chasser les dirigeants actuels. Vous savez, le mot révolution, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Les Américains ont fait justement leur révolution en 76 parce qu'ils se sont dit, lorsqu'un gouvernement cesse de représenter une population, la population a le droit de le chasser pour se donner un gouvernement qui le représente. À quoi ça nous sert d'avoir un président? À quoi ça nous sert d'avoir, n'est-ce pas, un parlement quand eux, ces politiciens-là, s'enrichissent, nos enfants ne vont toujours pas à l'école, 40% de la population haïtienne ne sait toujours pas lire, nous n'avons pas droit à l'électricité, nous n'avons pas droit à l'eau potable.
et la plupart des Haïtiens sont au chômage. Allons donc, chassez ce gouvernement, chassez ces politiciens et dotez-vous d'un système qui vous convienne. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Gardez le moral, car tant qu'on garde le moral, tout va. Au revoir. Aujourd'hui, je vous ai parlé en tant que patriote. J'aime ce pays d'un furieux amour, comme le disait l'autre. Mais je vous ai surtout parlé en tant qu'expert en public management. Vous savez, la problématique haïtienne, j'y ai réfléchi et j'ai produit un livre l'année dernière sur ce pays. Et les 14 chantiers dont je vous ai parlé se retrouvent dans ce livre. Je les ai développés, je les ai ancrés dans l'histoire et dans la culture haïtienne. Je vous invite donc à vous procurer ce livre. Et il n'est pas seulement utile pour les Haïtiens, il peut être aussi, n'est-ce pas, utile pour des frères d'autres pays qui sont confrontés à la même problématique. Donc, mettons ensemble nos ressources et changeons nos pays pour le plus grand bien du plus grand nombre. On est ensemble. Mon nom est Jean-Fils Aimé, je vous invite donc à faire ce que nous faisons déjà, à liker si nous aimons cette émission, à la partager dans nos réseaux respectifs et à nous abonner à cette chaîne. Bonne semaine, on est ensemble. Au revoir. L'émission Lumière sur le monde est désormais disponible sur la chaîne panafricaine de Media to Africa via Facebook et YouTube. Merci à notre fier partenaire. On est ensemble.